À tous, ravi de vous rencontrer pour cette table ronde. Bienvenue. Bienvenue aux personnes qui sont debout aussi. J'espère que ça vous donnera envie de rester avec nous jusqu'au bout grâce à des échanges passionnants. Donc je suis très heureuse qu'on m'ait proposé de modérer cette table ronde puisque à titre personnel, c'est un sujet qui me passionne, celui de l'intelligence artificielle et de la découvrabilité. Pour vous dire deux mots sur moi, puisqu'ensuite on va m'oublier comme je suis là pour modérer, je suis Marion Carré, je suis présidente et cofondatrice de Ask Mona, qui est une société qui mobilise l'intelligence artificielle au service du partage des connaissances. J'ai la chance d'être très bien entourée aujourd'hui pour parler effectivement de ce sujet d'intelligence artificielle et de la découvrabilité. Alors souvent on en entend parler sous un angle plutôt négatif, peut-être que vous viennent en tête des expressions comme celle des bulles de filtre et la façon dont l'intelligence artificielle limite nos horizons. Aujourd'hui, on va plutôt essayer de se concentrer sur l'aspect positif. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut faire émerger de nouvelles voies? Et j'ai la chance d'avoir un panel d'intervenants très diversifiés qui sont issus de différents secteurs des industries culturelles pour nous éclairer sur cette question. Donc, je suis assez curieuse de leur demander déjà de commencer par nous dire deux mots sur chacun, qui ils sont, leur structure. On va commencer par la personne juste à ma droite. Donc, bonjour à tous, je suis Philippe Petitpont, je suis le CEO et cofondateur d'une société qui s'appelle Moments Lab. Chez Moments Lab, nous, on aide les créateurs de contenu à fabriquer de la vidéo le plus vite possible. Aujourd'hui, fabriquer une vidéo de 3 minutes, ça prend quasiment une journée. Et on les aide à faire ça en l'espace d'une heure maximum. On a développé une IA qui permet de comprendre ce qu'il y a dans des volumes gigantesques de vidéos. Ça s'appelle du video understanding. Et ça permet également de pouvoir aller creuser, découvrir ce qu'il y a dans 1 million d'heures de vidéos en l'espace de 2 secondes et de retrouver, on parle de découvrabilité ici aujourd'hui, on va en parler plus tard, mais de découvrir des pépites et des choses qu'on a complètement oubliées qu'on va refaire émerger. Merci beaucoup Philippe. On enchaîne avec vous Julie. Bonjour à tous, donc Julie Knib, je suis fondatrice et directrice technique de Music Tomorrow. Donc nous, on est dans le sujet de la transparence des intelligences artificielles. Donc on travaille dans le secteur de la musique et on a développé des solutions qui permettent de décrypter les algorithmes de recommandation des plateformes de streaming. Donc on va présenter la data sur comment est-ce qu'un artiste est perçu sur Deezer, Spotify, etc. Donc on va dire à quels artistes il est associé, à quels genres musicaux ils sont associés, etc. Et cette data, donc nos clients, c'est des labels qui travaillent avec cette data pour ensuite développer des stratégies pour rendre justement leurs artistes plus découvrables avec des stratégies de référencement. Donc il faut voir ça comme de la même façon que vous avez des stratégies de référencement sur Google où vous pouvez faire remonter votre site web dans le moteur de recherche. Ben là, c'est la même idée. Vous pouvez faire remonter vos artistes dans les algorithmes de recommandation en faisant en sorte qu'ils remontent dans les bons genres auprès des bons artistes. Merci beaucoup à vous Aurélien. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc, je suis Aurélien Hérault, je suis directeur de l'innovation chez Deezer que j'ai rejoint en 2007, donc à sa création. J'ai créé le labo de recherche de Deezer il y a maintenant 12 ans pour justement se concentrer sur les IA, les algorithmes, ce que Julie et ses équipes essayent de décrypter avec une volonté de transparence et beaucoup de recherche publique, mais on y reviendra tout à l'heure, et tous les enjeux qui sont liés à l'industrie. Donc c'est dans mes équipes qu'on conçoit les algorithmes de recommandation, mais aussi comment on décrit la musique à partir du signal audio, comment on utilise les métadonnées pour organiser des grands catalogues musicaux, puisque c'est des challenges qui sont relativement nouveaux. Voilà, tout ça depuis une douzaine d'années. Merci beaucoup. Je vous laisse continuer. Alors bonjour à tous, je suis Mathieu Rosenbaum, je suis cofondateur et Chief Scientific Officer de Docent. Et Docent, c'est une entreprise qui permet à tout le monde de découvrir l'art contemporain et de casser un peu les barrières à l'entrée du monde de l'art contemporain grâce à des algorithmes de recommandation qui se basent évidemment sur l'intelligence artificielle. Et voilà, c'est de ce dont on va parler ici. Et bonjour, moi c'est Adrien Torres, je suis directeur de la stratégie chez Brut. Brut, c'est un média d'information, aujourd'hui leader en France en médias d'information sur les plateformes sociales, leader en Europe aussi. Et puis dans le monde, on essaie de pas trop mal se positionner. C'est un média international avant tout, puisqu'on a des rédactions à la fois en Inde, en Afrique, aux États-Unis et aujourd'hui aussi en France. Et forcément, les sujets de découvrabilité sont clés chez nous, puisqu'on crée du contenu pour s'assurer que les gens restent informés.
et donc éviter les sphères ou les bulles d'intérêt uniquement pour essayer de les transpercer. Donc on fait ça, on a beaucoup de questionnements là-dessus, et on a créé il y a maintenant 6 mois un bureau de R&D au sein de Brut, qui est donc un des premiers médias qui se dote d'un bureau de recherche et développement. Le mot recherche et développement est intéressant pour nous et vraiment clé. C'est pas Brut idée, on n'est pas là pour théoriser des choses, on essaye de les mettre en application, et l'enjeu de découvrabilité est au centre des réflexions qu'on peut avoir aujourd'hui. Merci pour ce tour de table. Donc, vous voyez qu'on a des personnes de secteurs assez variés. Et justement, je voulais que vous nous en disiez plus chacun sur les enjeux de la découvrabilité dans votre secteur. Donc, on peut peut-être commencer par vous, Adrien, pour nous partager ce qu'il en est dans votre secteur des médias. Le secteur des médias, et on en entend beaucoup parler par les médias eux-mêmes, des fameuses sphères ou bulles d'intérêt qu'on n'arriverait plus à dépasser et qui généreraient de la polarisation parmi les gens. On n'entendrait plus que des opinions où on ne verrait que des informations qui sont en accord avec ce que l'on pense déjà. Forcément, nous, en tant que médias d'information liés notamment à la nouvelle génération, c'est une question qu'on se pose beaucoup puisque c'est un devoir d'information qu'on a. Donc la question de la découvrabilité est clé. Elle est clé parce que on est un peu, nous, tributaires des algorithmes qui diffusent notre contenu. C'est à la fois de là où on vient et à la fois de là où on ne peut plus aller plus loin que ça. Donc c'est aussi un enjeu. Aujourd'hui, quand même, 70% du contenu brut est vu par des gens qui ne nous suivent pas. Il faut quand même avoir ce chiffre en tête. Souvent, on parle de communauté autour de médias, d'influenceurs, de tous des producteurs de contenu. C'est un terme un peu compliqué à utiliser, notamment dans la distribution du contenu, puisque notamment sur TikTok, TikTok favorise finalement la distribution plus largement que simplement les abonnés. Donc se dire qu'on a une communauté, qu'on parle à notre communauté, c'est vrai, mais dans une certaine sphère, justement. Et donc, nous, les questions, c'est comment assurer la création de nouveaux typologies de contenus identifiés par les algorithmes comme étant potentiellement nouveaux pour être distribués à des gens qui ne nous regardent pas encore. Et ça, c'est des vraies questions éditoriales et de création de contenu, puisqu'on ne va pas parler de la même manière à des gens qui nous connaissent ou qui identifient notre ligne éditoriale qu'à des personnes qui vont nous découvrir. Sachant d'autant plus, et c'est pour ça que c'est un autre sujet qui est clé, faire un média aujourd'hui sur une plateforme digitale n'a pas la même importance la même structure qu'un média classique, traditionnel, je vais dire papier ou télé, puisque nous, chaque contenu vit de manière indépendante des autres. Quand vous ouvrez Le Monde, il y a les pages actu, il y a les pages idées, mais ça fait une structure globale, on voit à peu près où on veut amener. Nous, les personnes, notre audience va lire Brut, mais un petit article par là, un petit article par-ci. Ce qui est très compliqué, c'est-à-dire que chaque contenu doit en lui-même porter la ligne éditoriale. Chaque contenu, on ne peut pas, par exemple, nous, il y a beaucoup de sujets sur faire des articles d'opinion dans la découvrabilité, faire découvrir de nouvelles opinions aux gens. Mais c'est compliqué parce que si Brut porte une opinion avec une personnalité forte, potentiellement, vous n'allez voir que cette opinion. On ne va pas pouvoir vous permettre de voir une autre opinion. Et donc la découvrabilité, notamment sur les plateformes, doit prendre en compte justement l'aspect monadique des contenus qui vivent seuls à des audiences qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est compliqué, parce que ça va nous obliger, nous, dans la réflexion, à assurer un nombre de points de vue potentiels différents au sein des mêmes contenus, qui est très important, versus des organes de presse plus classiques qui maîtrisent bien mieux la manière dont on va recevoir leurs messages. Julie, vous aussi, vous posez la question de la sauce secrète des algorithmes pour comprendre comment faire émerger des talents. Est-ce que vous pouvez nous partager quels sont, vos enjeux vis-à-vis de la découvrabilité ? Nous, l'enjeu, c'est justement, après c'est l'enjeu du secteur de l'industrie musicale plus généralement, mais qui sont des problématiques communes à d'autres secteurs culturels, c'est l'abondance de contenu. Donc il faut savoir que sur une plateforme, des distributeurs de musique, c'est plusieurs centaines de milliers de titres qui sont mis à disposition maintenant tous les jours. Et avec les IA génératives, ça ne fait que s'accélérer. Donc l'enjeu, c'est évidemment de cette abondance de contenu, comment est-ce qu'on fait en sorte de lui faire rencontrer son bon public. Et nous, notre façon d'aborder ce sujet de la découverte, c'est pas de se dire on veut toucher le plus de monde possible. Parce que c'est une illusion de se dire qu'en 2024 ou 2025, on va réussir à toucher tout le monde sur une plateforme. Arriver en tête de gondole, c'est potentiellement possible pour des très gros, mais pour quelqu'un qui débute, c'est pas une option. Donc la question, c'est plutôt comment est-ce que je vais trouver la bonne audience. Et donc nous, on se positionne comme ça dans nos outils qui servent, en fait, in fine, quand on vous dit avec quels artistes vous êtes associés ou vous pourriez être associés, c'est plutôt en fait à quelle audience
Est-ce que votre musique, elle va parler à un public plus généralement qui aime la variété française, ou est-ce que c'est un public plus jeune qui va aimer l'électropop? Enfin voilà, on va aider à identifier ces audiences, et ensuite ça reste évidemment la découverte en elle-même. C'est un travail comme une stratégie de référencement qui repose sur plusieurs piliers, et finalement pas juste sur la musique, mais aussi beaucoup sur l'image de marque de l'artiste, la façon dont il va faire sa promotion, etc. Mais effectivement, l'enjeu, c'est une chanson sur 2 qui est découverte par l'intermédiaire des algorithmes. Et donc, comment est-ce qu'on fait que ces algorithmes qui sont en fait les matchmakers entre une chanson et une audience, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'ils comprennent bien à qui est-ce qu'il faut présenter la chanson? Maintenant, on peut aller de l'autre côté du miroir en s'intéressant aux concepteurs d'algorithmes. Est-ce que, Aurélien, vous pouvez nous partager, en étant de l'autre, toujours dans le secteur musical, mais de l'autre côté, quels sont, vos enjeux vis-à-vis de la découvrabilité? Oui, tout à fait. Alors, le premier enjeu, c'est d'écrire un catalogue musical. Aujourd'hui, pour faire de la découvrabilité, pour pouvoir promouvoir des titres de la musique, c'est déjà de bien décrire la musique. Quelles sont les métadonnées qui vont nous permettre d'actionner la découvrabilité? Comme le disait Julie, le but, c'est de trouver la bonne audience. Aujourd'hui, on est livré environ 100 000, 150 000 fichiers par jour. Comment on organise tout ça? Comment on permet aux artistes qui livrent leur musique d'être découverts via leurs audiences? Donc notre premier enjeu, c'est d'écrire, de créer des IA, de créer des algorithmes qui vont organiser la métadonnée, enrichir, parce que on reçoit des données qui viennent de plein de distributeurs différents. Il y a une norme, mais qui n'est pas forcément très bien respectée. Il y a des gens aussi qui essayent de tricher. Donc on est obligé de mettre en place tout un panel d'outils et de systèmes qui vont nous permettre d'organiser les données descriptives de ce catalogue. D'un autre côté, on va utiliser les données d'usage pour pouvoir détecter des signaux faibles et pouvoir trouver les bonnes audiences, avoir des feedbacks d'utilisateurs, finalement, si un titre est écouté ou pas. Et un troisième plan qui est d'ouvrir nos données à des centres de recherche pour justement vérifier si on fait bien notre travail, si on n'a pas de biais, parce que finalement, comme on reflète l'usage d'utilisateurs, on a une certaine catégorie d'utilisateurs, donc on est obligé de vérifier tout ça. Donc la découvrabilité, c'est très complexe, beaucoup plus simple que je mets mon titre, pourquoi il n'est pas découvert. Il y a tout un processus et tout un cheminement pour que les titres soient découverts. Mathieu, qu'est-ce qu'il en est quand on veut faire découvrir des œuvres d'art? Alors l'art, je pense, c'est très très différent. Enfin, l'art contemporain, ce qui nous intéresse chez Docent, c'est très différent de la musique, parce qu'on a un problème de découvrabilité, mais au sens premier, c'est que c'est dur en fait de découvrir l'art contemporain. Donc c'est pas comme la musique où vous avez plein de choses en accès libre. Là, le problème, c'est que si je fais un sondage parmi vous, si je vous demande combien d'entre vous fréquentent les galeries d'art contemporain, bon, ça va, on est dans le 5e arrondissement, 6e arrondissement de Paris, il va y en avoir quand même quelques-uns. Mais si vous réfléchissez, entre le nombre de personnes qui sont intéressées par l'art, le nombre de personnes qui vont naturellement dans des musées, et le nombre de personnes qui fréquentent des galeries d'art contemporain, vous perdez quasiment tout le monde. Donc la question, qu'on s'est posée au début de Docent, c'est pourquoi? Les gens sont intéressés par l'art, mais il y a des barrières à l'entrée dans l'art contemporain. Ces barrières, c'est des barrières un peu psychologiques. On se dit l'art contemporain, c'est pas pour nous. Je ne sais pas comment ça marche. Si je rentre dans une galerie d'art, je ne sais pas dans laquelle aller. Puis si j'arrive à rentrer dedans, probablement je ne vais pas être très bien reçu parce que je ne suis pas un client historique de la galerie. Le galeriste va se dire que je ne vais pas acheter quelque chose. Et c'est un peu caricatural ce que je dis évidemment, mais il y a un vrai enjeu là-dessus. Et puis il y a aussi un enjeu de l'art contemporain. En fait, je vais acheter quelque chose, mais on va se moquer de moi parce que je vais avoir payé trop cher, quelque chose qui n'a pas de sens. Donc il y a beaucoup de freins. Et on s'est posé la question de comment un peu lever ces barrières. Et c'est pour ça qu'on passait par des algorithmes et une interface algorithmique permet en fait, dans un environnement de confiance, de rendre l'art contemporain plus accessible un peu à tout le monde. Et en fait, même quand vous êtes très connaisseur d'art contemporain, si vous vous adressez à des grands collectionneurs, ils ont aussi un problème de découvrabilité qui est là plus lié au biais. Je pense qu'on en parlera par la suite. Parce que vous avez beau être très grand connaisseur de l'art contemporain, c'est tellement vaste, tellement large qu'en fait, vous connaissez une partie de l'art contemporain. Donc évidemment, il y a des gens qui en connaissent une grosse partie, il y a des gens qui en connaissent une petite partie. Mais comment est-ce qu'on fait pour amener même à des collectionneurs établis
des jeunes artistes qui viennent d'un autre pays, qui sont d'une autre culture, qui ont une approche différente de l'art, qui pourrait très bien les intéresser, sans rentrer dans le côté bubble dont tu parlais, où c'est en fait plus facile, si vous êtes un art advisor, forcément c'est plus facile de toujours recommander des choses dont vous savez que ça va plaire à votre collectionneur. Donc voilà, c'est tous ces problèmes-là qui ont été à l'origine de Docent, et l'idée c'était justement d'utiliser des algorithmes pour essayer de casser un petit peu ces codes et d'amener l'art contemporain de manière un peu plus universelle, et encore une fois, même pour les gens très érudits, très experts de l'art contemporain, leur amener des pans de l'art contemporain auxquels ils n'avaient pas accès avant. Donc la découvrabilité concerne tout le monde. Et pour ce qui est des contenus audiovisuels, pareil, est-ce que vous voulez nous éclairer sur ce que vous faites ? Ouais, alors je pense que la description d'Aurélien sur l'enjeu de la découvrabilité, c'est dans un premier temps de décrire le contenu et d'après le rendre recherchable, le rendre découvrable, le suggérer. C'est deux enjeux qui sont assez différents, mais qui sont très imbriqués. Nous, une de nos premières spécialités, c'est la capacité de pouvoir décrire des millions d'heures de vidéos en l'espace de moins d'une journée. Il y a 500 heures de vidéos qui sont uploadées chaque minute sur YouTube. C'est impossible pour un humain aujourd'hui de pouvoir aller décrire tout ce qui se passe. Et le problème, c'est que l'humain, aujourd'hui, il est assez mauvais pour aller décrire ce qui se passe dans une heure de vidéo. Pour vous et moi, ça prend 1 heure pour savoir ce qu'il y a dans 1 heure de vidéo. Et la machine, pour elle, c'est assez compliqué parce que c'est quoi une vidéo ? C'est des pixels et des fréquences audio. C'est pas quelque chose, c'est pas du texte, c'est pas des vecteurs. Donc la première étape, que ce soit pour de l'audio ou pour de la vidéo, c'est de transformer cet audio et cette vidéo dans ce qu'on appelle des vecteurs. Les vecteurs, c'est des séries de chiffres qui vont permettre à la machine de commencer à interagir et d'aller générer du texte. Et un des premiers enjeux clés, c'est de pouvoir justement avoir une façon de décrire les contenus qui soit compatible avec les algorithmes de recommandation. Ça, c'est assez compliqué parce qu'il y a différentes formules, différentes façons de décrire le contenu. Et souvent, l'algorithme de recommandation de moteur de recherche doit être très interopérable avec la façon dont on décrit les contenus. Je prends un exemple, et je pense que c'est pareil en musique, mais la catégorisation et la taxonomie, par exemple, en musique, je pense que tout le monde a des taxonomies différentes. Oui, c'est un enjeu. D'ailleurs, c'est un enjeu de réconcilier les taxonomies de tous les labels et la façon dont ils décrivent les genres, par exemple. Et en vidéo, je pense que c'est la même chose chez Brut, mais on va avoir par exemple société, faits divers, etc., qui vont être probablement propres à Brut, mais peut-être pas en fait propres à d'autres algorithmes SEO. Donc il y a des standards qui existent comme IPTC ou autres, mais qui sont difficilement utilisables parce que chaque publisher a sa façon de travailler. Et ça, c'est un des enjeux qui est très important, c'est de faire en sorte que l'IA réussissent à parler le même langage que ces algorithmes de recommandation, en gros, le même langage que des humains. Et ça, c'est un des enjeux sur lesquels on bosse beaucoup. On bosse un peu avec Brut, c'est pour ça que je me permets d'en parler sur le Festival de Cannes notamment, mais l'enjeu, c'est d'aller dire, cette vidéo, est-ce qu'elle est dans la catégorie entertainment ? Est-ce que c'est de l'actualité ? Est-ce que c'est du documentaire ? Et ça, c'est vraiment un enjeu absolument clé. Avec les LLM, ça commence à être de plus en plus simple, mais cette passerelle entre les deux ajoute énormément de complexité. Donc, ce que change l'intelligence artificielle dans la découvrabilité, souvent on pense tout de suite effectivement algorithme, recommandation, mais ce que vous nous dites dans vos témoignages, c'est que déjà sur le niveau de base qui est celui des données et de leur annotation, c'est quelque chose qui change la donne et qui accélère avec un peu cette maxime qu'on entend souvent de garbage in, garbage out, mauvaise donnée dans l'algorithme, mauvaise recommandation ensuite. C'est des choses sur lesquelles vous gagnez du temps. Est-ce que vous avez des retours d'expérience à nous partager là-dessus ? Je vais y aller. Oui, en fait, c'est un cercle sans fin, les technologies. Quand on a commencé Deezer, il y avait 10 000 titres par semaine. Les enjeux d'organisation étaient moindres par rapport à aujourd'hui, on en a 150 000 parfois. C'est humainement plus traitable, il faut pouvoir organiser tout ça et développer avec les nouvelles technologies. Il y a 10-12 ans, c'était la big data, on commençait à mettre en réseau les ordinateurs, on pouvait commencer à massivement faire des traitements. Depuis quelques années, on parle de LLM, etc. Bref, il y a de plus en plus de données disponibles, de compute disponibles, et grâce à ça, on peut faire évoluer la façon dont on organise et la façon dont on décrit
les objets qu'on reçoit. Pour nous, c'est de la musique. On travaille beaucoup sur l'analyse de signal. Il y a une dizaine d'années, c'était impossible de savoir les instruments qu'il y avait dans une musique. Il fallait la noter à la main. Aujourd'hui, on est capable d'entraîner des IA qui vont être capables de manière autonome de pouvoir détecter ce genre de descripteurs. Et tout ça, ça vient enrichir les algorithmes, ça vient enrichir la recommandation et la découvrabilité. Il y a un autre point qui est important, c'est tout ce qui est fraude. Parce que là, on vit dans un monde merveilleux, mais il y a aussi des acteurs qui essayent de frauder le système. Et c'est pour ça qu'on est obligé aussi de mettre en place tout un tas de barrières et de protection pour éviter justement que les algorithmes pètent les plombs et commencent à recommander quelque chose que les utilisateurs ne voudraient pas. Donc voilà, il y a beaucoup d'enjeux derrière la découvrabilité. Sur cet aspect d'annotation, peut-être Mathieu, quand on est sur effectivement le registre des œuvres d'art, comment faire pour annoter cette donnée de façon à ce qu'elle rencontre son public en étant le plus... Est-ce qu'on peut avoir même une forme d'objectivité dans la façon dont on annote ses œuvres? Alors ça, à mon avis, c'est une excellente question. Et alors pour être honnête avec vous, quand on a commencé Docent, je suis arrivé avec mes gros sabots de chercheur en maths. Et quand ma cofondatrice m'a dit on va recommander des œuvres d'art, j'ai dit bah oui, en fait on va prendre des images d'œuvres d'art, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui rapproche deux images et on va essayer de recommander des œuvres comme ça. J'avais un peu en tête ce qui pouvait se faire peut-être en musique, enfin je parle sous votre contrôle, mais de rapprocher des choses de manière très visuelle et en fait on était assez contents parce que, en tout cas avec l'équipe on était assez contents puisque voilà, comment ça marchait, vous montriez des œuvres d'art que vous aimez et en fait on arrivait à vous recommander des pâles copies de ces œuvres d'art, donc c'est que ça marchait au niveau visuel. Et puis quand on a discuté avec des gens qui s'y connaissent vraiment en art, ils nous ont dit mais en fait tes recommandations, nulles quoi, personne, ça va intéresser personne. Et alors c'est peut-être un peu spécifique à l'art, mais nous il y a vraiment eu besoin pour la construction des algorithmes d'une grosse partie humaine. Et en fait on a compris que si on voulait faire quelque chose d'intéressant, la seule manière de faire c'était vraiment de l'algorithme supervisé. Encore une fois je parle que pour l'art contemporain, c'est peut-être pas du tout la même chose pour la musique, le cinéma, l'image. Et en fait, ce qu'on a fini par faire, c'est prendre des œuvres d'art et demander à des spécialistes d'œuvres d'art de nous les décrire. Alors, à la fois avec des mots sur comment est-ce que l'artiste avait construit son art, donc des descriptifs des artistes, écrire des bibliographies sur les artistes. Comme nous, on s'intéresse surtout à des artistes émergents, il n'y a pas forcément beaucoup d'informations sur ces artistes-là sur le web. Donc, on a dû vraiment demander à des gens de nous écrire des bibliographies et de nous expliquer les démarches derrière les œuvres. Et même au niveau visuel, de nous expliquer comment un spécialiste d'histoire de l'art, comment lui, il analysait cette œuvre d'art contemporain. Parce qu'encore une fois, nous, c'est de l'art contemporain, donc ça s'analyse de manière un peu plus complexe, et je ne suis toujours pas du tout un spécialiste, mais plus complexe qu'une œuvre d'art un peu ancienne, sur tous les aspects visuels classiques, les couleurs, etc., qui vont vous intéresser. Donc on a pris un très grand échantillon d'œuvres d'art, et on a dit, ben voilà, okay, il y a 20 000 œuvres d'art. Donc maintenant, il faut nous dire à la main qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous analysez quand vous regardez une œuvre d'art. Et en fait, ce que maintenant nos IA savent faire, c'est qu'elles savent faire ça tout seul. Mais il a fallu un entraînement qui a pris quasiment 1 an d'annotation à la main. Donc il y a une grosse partie humaine et manuelle. Et en fait, nos IA ont appris de ce travail des historiens d'art. Donc c'est pour ça que nous, on n'a pas eu le choix que de faire vraiment de l'algorithme supervisé. L'algorithme essaye de répliquer en fait ce qu'un art advisor ou que quelqu'un qui s'y connaît en histoire de l'art, la manière d'analyser une œuvre. Donc c'est pas aussi parfait évidemment qu'un très bon art advisor, mais ça a l'avantage de ne pas être biaisé et ça a l'avantage d'être, comme tu disais, d'être réplicable de manière... Voilà, l'algorithme il peut en analyser 10 000 à la seconde, alors que l'art advisor, ça va être plus long. Donc c'est le parti qui a été pris. Donc nous on dit souvent qu'on fait du small AI. On a vraiment designé de l'AI très spécifique à l'art contemporain. Non pas parce que c'est pas pour du marketing, c'est qu'en fait on n'avait pas le choix. Sinon on se contentait de faire, voilà, comme je vous dis, on recommandait des pâles copies de ce que vous aimiez déjà, et ça c'est pas très attractif en termes d'art contemporain. Philippe, vous, est-ce que vous avez eu le même enjeu d'éditorialisation humaine pour améliorer la pertinence des recommandations? Énormément. Et en fait tous les jours en réalité on travaille dans pas mal de secteurs, dans l'entertainment, pour les marques, pour du marketing et aussi dans l'actualité. Et on sait tous qu'un LLM est un peu figé dans le temps. C'est-à-dire qu'il a été entraîné avec un set de données il y a 6 mois, 1 an.
Et l'enjeu qu'on a eu, nous, notamment pour l'actualité, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une IA qui ne sait pas qui est le futur président des États-Unis. C'est absolument essentiel pour pouvoir décrire les images avec un niveau de pertinence. Donc on a en fait un double enjeu qui était, dans un premier temps, de pouvoir mimiquer en quelque sorte comment un humain décrit un contenu. Donc ça, on a beaucoup de collaborateurs qui viennent du monde audiovisuel et qui ont des passerelles avec certains de nos clients qui nous ont laissé entraîner des modèles avec leurs données, donc plutôt fine-tunés, et ce qui nous permet d'avoir une description très similaire à la façon dont un documentaliste va décrire en fait l'image. Et on a aussi en fait très régulièrement des badges d'entraînement qui nous permettent en fait d'avoir les derniers éléments les plus à jour, de façon à avoir les connaissances de base que n'importe quel journaliste est censé avoir. Et ça, c'est un enjeu qui est clé et qui peut malheureusement que se faire de façon supervisée. Pour garder un contrôle sur ce qu'on fait. La plupart de nos clients sont B2B aujourd'hui. Et en B2B, ce qu'on voit, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des hallucinations. Quand on travaille avec des acteurs du luxe comme L'Oréal, on ne peut pas aller se permettre d'avoir 99%, ça doit être 100% de qualité. Et la moindre hallucination risque de casser la confiance avec le créateur de contenu et l'outil. Et donc la seule façon de conserver en fait cette confiance et d'être sûr d'avoir de la qualité, c'est d'avoir du supervisé. Et l'inconvénient du supervisé, c'est que ça a ses limites, c'est long et on ne peut pas le faire dans tous les domaines. Après, à partir du moment où on a un bon set de données à noter, nous dans l'audiovisuel, on a de la chance d'en avoir beaucoup, on peut faire des choses qui sont extrêmement qualitatives, mais ça demande des compétences de MLOps, etc., de façon à pouvoir avoir quelque chose qui est sous contrôle et qui va être itératif. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait un fine-tune, on doit faire un benchmark derrière pour comparer si c'est mieux qu'avant, si on a moins d'hallucinations, etc., etc. Donc c'est un peu une étape essentielle pour dépasser typiquement ce que je pourrais faire avec ChatGPT qui lui va être assez imprécis. Peut-être que ça convient pour du grand public, mais pas du tout en fait pour des professionnels qui ont besoin d'extrêmement de qualité sur vraiment la partie applicative de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Si on rentre maintenant dans les enjeux de diversité culturelle, comment faire en sorte que les algorithmes reflètent une diversité culturelle sans favoriser uniquement les contenus les plus populaires ou les talents les plus populaires? Et donc pour commencer, je voulais vous demander, Julie et Adrien, vous qui luttez ou travaillez avec les algorithmes, comment est-ce que vous adressez ces enjeux? Nous, on est effectivement à cette étape d'après, c'est-à-dire que la musique a déjà, le label a déjà produit sa musique. Donc l'enjeu, c'est justement de les aider à se positionner. Donc comme je disais tout à l'heure, la tête de gondole, donc en l'occurrence dans notre domaine du streaming, ça va être par exemple la grosse playlist éditoriale, elle n'est pas toujours accessible. Donc l'enjeu, c'est savoir comment est-ce qu'on se positionne et comment est-ce qu'on identifie toutes les niches qui existent au-delà de ces top genres musicaux. Donc vous connaissez tous du hip-hop, de la pop, etc. Mais en fait, il y a énormément de subtilité et de diversité sur les plateformes de streaming. Donc justement, c'est l'abondance de contenu, ça a permis ça, cette diversité-là. Et ça a permis aussi de rencontrer ces publics-là. Donc un chiffre, c'est par exemple 2 millions d'artistes qui ont plus de 1000 streams sur une plateforme. Donc ces 2 millions d'artistes, ils ont trouvé un public et ils ne font pas tous de la pop. Donc ça veut dire que la question, c'est comment est-ce qu'on identifie pour eux toutes ces différentes niches. Donc là, par exemple, vous pouvez penser quelques exemples, italo-disco, lofi médiéval, enfin voilà, des choses qui sont clairement pas sur les têtes de gondole, mais qui existent et qui sont écoutées. Et donc l'enjeu pour le label, ça va être d'identifier ces niches, celles qui sont pertinentes pour leurs artistes, parce que souvent, les audiences ne sont pas toujours bien servies et c'est plus de la détection d'opportunités, en fait. Donc il y a une sorte de parcours du combattant pour l'artiste émergent en hip-hop pour aller dans toutes les playlists de niche avant d'arriver dans la playlist qui est particulièrement écoutée. C'est ça, et les audiences, pas juste les playlists, parce qu'en fait les playlists, c'est déjà, on a déjà accompli quelque chose, mais déjà être entendu. Donc, et souvent par l'intermédiaire de mix de radio, etc., d'être entendu par le public de Jersey Drill, ou, enfin, voilà, avant de monter vers le top du hip-hop, par exemple. Merci. Vous, Brut, comment est-ce que justement vous faites en sorte de mettre en avant tout type de contenu? Comment vous adressez ces enjeux? On les a adressés déjà avec une décision éditoriale dès le départ. C'est que Brut, quand on s'est construit au début, on a eu la stratégie de faire des sous-chaînes. Donc il y avait Brut, Brut Nature, Brut IA, Brut...
Parce qu'on voulait justement, et c'est la question des niches, s'assurer qu'une niche d'audience particulière puisse avoir accès à notre contenu, ou en tout cas l'identifie très bien. Et si c'était intéressant au niveau de la volumétrie des vues, c'était un peu à l'encontre de la philosophie qu'on voulait avoir avec le média, qui était justement d'ouvrir un maximum le contenu. Donc on a regroupé déjà tous les contenus sous la même marque et donc sous le même compte média qui va être Brut. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, pour que vous ayez des chiffres, hein, c'est 37 millions de personnes qui voient un contenu brut en France par mois. Donc c'est quand même énorme, et c'est ça qui est l'important, c'est qu'on va utiliser la puissance de l'identification du compte pour porter des sujets qui sont d'habitude pas toujours portés par les médias dits traditionnels. Arrive donc dans ce cas-là la question de quel sujet, comment assurer qu'on ait une diversité des sujets qu'on aborde. Là-dessus, il y a 2 points. Il y a un premier point, on utilise l'IA aussi un peu à l'envers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Brut, par semaine, il y a environ 80 à 110 000 commentaires. Ces commentaires-là, jusqu'alors, on faisait des choses relativement classiques d'écoute sociale. Donc c'était 2 éléments, soit il y a des softs d'écoute sociale relativement primaires, hein, si vous voulez, qui permettaient d'identifier certaines poches de conversation. Il y avait un facteur humain, c'est-à-dire que les journalistes qui font des sujets lisent les commentaires. Et là, grâce à, justement, avec l'augmentation des techniques et de la data à laquelle on a eu accès grâce aux plateformes sociales, aujourd'hui, on est capable, avec un LLM qu'on a un petit peu adapté, justement de lire ces commentaires-là et de faire sortir des sujets qui ne tombe pas dans simplement c'est un sujet très discuté. C'est grâce à un travail de prompt très fort, on arrive à identifier désormais des sujets qui ont un fort intérêt sans pour autant être dans la récurrence volumétrique. C'est pas parce que la question a été posée beaucoup de fois qu'elle est très intéressante. Donc en croisant ces 100 000 commentaires, si vous voulez, on arrive, nous, en début de semaine, en conférence de rédaction, avec une dizaine de questionnements que se pose la communauté, qui sont des questionnements parfois extrêmement précis. Là, je prends l'exemple cette semaine, il y a eu des enjeux de changement de code de la route, justement, et donc les gens se demandaient comment, dans les bouchons, on fait pour respecter les distances de sécurité si jamais on était maintenant potentiellement verbalisable avec les radars automatiques sur les distances de sécurité, qui est une question qu'on peut tous juger pointu. C'est vrai qu'en conférence de rédaction, n'importe quel journaliste qui arrive avec cette question, on dirait c'est un non-sujet, excusez-moi du langage, tout le monde s'en fout. L'algorithme nous a poussé cette question-là, on a fait une vidéo là-dessus, on a fait plus de 2,5 millions de vues sur une question qui est très niche, et donc on commence, grâce à ce retour d'informations, à identifier des sujets qui, humainement, nous auraient paru peut-être un petit peu niche, pointu, pas intéressants, et qui finalement intéresse un grand nombre de personnes. Donc ça, c'est un des premiers sujets qu'on a. Et un deuxième sujet aussi, c'est que justement, on travaille cet enjeu des niches. C'est-à-dire que trop souvent, on pense que la niche est en fait un petit territoire. En fait, la niche, et c'est ça l'intérêt, est un territoire immense, mais qui n'est pas le mainstream. Mais il y a déjà des très grosses volumétries et donc un potentiel à faire fleurir. Donc c'est pour ça que notamment dans toutes les activités culturelles que nous on fait, on essaye de se forcer. Alors évidemment, vous verrez sur Brut, parce que vous allez me dédire directement en disant vous ne faites que les stars. Certes, il y a évidemment beaucoup de personnalités, mais on se force à aller chercher des typologies, et pour rester dans le milieu de la musique, par exemple, d'aller chercher des choses, par exemple aujourd'hui le chata ou le bouillon, qui sont des styles musicaux qui sont en train d'exploser, notamment en France. Vous pouvez voir d'ailleurs avec une artiste qui s'appelle Théodora, que peut-être certains d'entre vous connaissent ou ne connaissent pas, mais qui là en ce moment est dans un pic important de sa carrière, notamment grâce à l'algorithme TikTok. En identifiant et en faisant confiance justement à ces aspects de niche, on arrive à faire sortir des sujets de niche pour les porter dans le mainstream via la marque Média Brut. Et ça, malheureusement, et je vais peut-être un peu déceptif là-dessus, c'est beaucoup aussi de l'enjeu humain plus que de l'enjeu IA, parce qu'en réalité, la plupart des TikTok a plein, par exemple, d'outils internes pour faire monter des sujets. Si on s'accrochait à ça, finalement, on n'arriverait jamais à libérer ou à faire voir des choses qui sont pas vues ailleurs. Donc, malheureusement ou heureusement, en tout cas, heureusement pour nous, parce que c'est aussi le cœur du métier et du média, c'est que c'est des humains qui vont prendre le risque. Et à un moment, il y a un facteur de risque qui n'est pas automatisable. C'est pour ça qu'on tient les deux bouts en même temps. Il y a le caractère automatique de l'IA qui va nous aider sur certains sujets. On n'y serait pas allé naturellement. Et à l'inverse, il y a une confiance et une prise de risque qu'on se doit aussi en tant qu'acteur du monde de la culture, et même si on utilise aujourd'hui des outils intéressants, pour se dire qu'on va porter un sujet malgré des enjeux mathématiques ou de volumétrie qui semblent fragiles, parce que c'est notre mission. Est-ce que vous observez, je vais commencer par vous Julie, un enjeu pour des artistes, des créateurs, des musiciens de devoir d'une certaine façon chercher à adapter ce qu'ils font aux algorithmes pour chercher à leur plaire? Est-ce que les algorithmes d'une certaine façon, et pour les artistes pour être découverts,
Est-ce que certains vont même chercher à orienter le fruit de leur création? Alors finalement, beaucoup moins que ce qu'on pourrait imaginer. Après, c'est un sujet vaste, je pense qu'on pourrait passer toute l'heure dessus. mais pas tant que ça, c'est-à-dire que bien sûr qu'il y a une influence sur ce qui est à la mode à un instant T, mais ils ne sont pas plus, pas moins influencés que les décennies précédentes. Après, en termes d'adaptation, nous, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on... Parce que nous, on a la donnée, par exemple, mathématique de quelles sont les audiences, quelle est la data, etc. Nous, l'enjeu, c'est vraiment comment est-ce qu'on convertit ça en action tangible pour les artistes. Donc, effectivement, une action, ça serait je m'adapte pour aller toucher l'émergence. Mais la plupart du temps, nous, on intervient, enfin les labels font appel à nous après, une fois que la chanson elle est produite. Donc la direction artistique, souvent, on l'influence pas ou très peu. Par exemple, dans le cas de collaboration entre artistes, qui est un levier auquel on pense souvent quand on imagine avoir plus de visibilité, la collaboration deux artistes qui travaillent ensemble. Nous, en général, on va arriver après et on va évaluer l'impact que ces deux artistes vont avoir à travailler ensemble. En disant, il y a effectivement beaucoup d'audience en commun et un potentiel de toucher de nouvelles personnes, ou encore trop d'audience en commun et en fait, ils ont déjà la même audience, il ne va rien se passer, ou ils sont trop éloignés l'un de l'autre et donc il ne va pas y avoir d'amplification parce que finalement, les publics sont beaucoup trop antagonistes. Donc l'enjeu aussi, c'est évaluer ça et surtout comment est-ce qu'on le retranscrit pour eux dans des actions qui sont tangibles. Et là, on revient à des choses beaucoup plus, moins sexy, mais beaucoup plus terre-à-terre, qui sont quelles métadonnées je vais utiliser pour décrire ma chanson, comment est-ce que je vais bien créer mon profil artiste, parce qu'évidemment, sur Deezer ou sur Spotify, on va avoir envie de mettre en avant des artistes qui utilisent les fonctionnalités de la plateforme, qui ont des bios qui sont remplis, qui ont des photos de qualité, des choses comme ça. Donc il y a des choses qui sont aussi bêtes que ça de vérifier tout ça. Il y a aussi effectivement les artistes émergents à côté. Les opportunités de collaborer. Il y a aussi les campagnes marketing, enfin la promotion qu'on va en faire. Et c'est en fait sur ça qu'il y a le plus d'efforts qui sont concentrés. C'est surtout comment est-ce que je vais promouvoir mon contenu, enfin une fois que la musique est produite. Après, l'influence de l'artiste, c'est un sujet vieux comme le monde. Ils sont influencés par la musique qu'ils écoutent, par ce qui se passe dans le monde. Enfin, voilà. Merci. Est-ce que, Aurélien, vous observez des stratégies d'artistes pour plaire à l'algorithme, ne serait-ce qu'en utilisant mieux les fonctionnalités de la plateforme ou peut-être en se nourrissant aussi des analyses que vous mettez à leur disposition à partir de leurs écoutes? Est-ce que vous avez un retour à nous partager là-dessus? Oui, tout à fait. Comme disait Julie, il n'y a pas forcément d'intentionnalité d'uniformisation pour la plupart, mais malgré tout, je pense que la disponibilité et le fait qu'on compte les streams d'une certaine façon, on a vu certaines études qui montrent le temps des chansons qui se raccourcissent. Il y a certains artistes qui essayent de jouer avec le système en raccourcissant à 31 secondes leur titre pour pouvoir faire plus de streams, mais ça reste marginal. Je voulais juste revenir sur un point, sur la diversité qu'on a abordé juste avant. Nous, on a passé beaucoup de temps à se poser comment on mesure la diversité, en fait. Parce qu'on parle beaucoup de diversité, il faut plus de diversité, mais en fait, comment on mesure qu'il y a plus de diversité? C'est quoi les critères pour se dire on a amélioré notre système, il est plus diversifié, etc. Donc on passe énormément de temps aussi à se poser ces questions-là. Chez nous, on va calculer le nombre d'artistes découverts par année, ce qui nous semble un critère assez pertinent, qui n'est pas parfait, mais qui est assez pertinent. Comment on fait découvrir plus d'artistes, et aussi prendre en compte des critères qui ne sont pas des styles musicaux, mais plus est-ce que c'est des artistes populaires ou pas populaires, et on va adapter nos algorithmes, tout ça, ce qui amène forcément derrière l'industrie à s'adapter à tous ces critères. Mais c'est vraiment lié et c'est très systémique à la plateforme. On a beaucoup de critères et je pense que Julie et ses équipes se cassent la tête aussi pour connaître tous ces critères, parce qu'on ne dévoile pas tout non plus, justement pour se prévenir des adaptations un peu abusives pour promouvoir sur les plateformes. Mathieu, vous parliez tout à l'heure de l'enjeu de faire découvrir des artistes émergents.
Comment est-ce que vous faites pour faciliter la découverte d'artistes issus de contextes ou de genres surreprésentés? Est-ce que vous avez aussi des KPI de découvrabilité, comme ce que mentionnait Aurélien? Quelle est votre approche là-dessus? C'est un excellent point, parce que c'est tout à fait pareil dans le monde de l'art. On a l'impression que c'est toujours un peu les mêmes profils qui réussissent. Et donc la question, c'est comment faire découvrir de jeunes artistes émergents qui ont un très gros potentiel. Alors, c'est lié à ce que tu disais tout à l'heure. On a une ligne chez Docent, c'est que tout ce que vous avez trouvé chez Docent, c'est ce que nous, on va considérer comme du bon art. Alors quand je suis arrivé au début, la notion de bon art, de mauvais art, je me disais non, mais ça, c'est juste, chacun est libre d'apprécier ce qu'il considère comme du bon art ou du mauvais art. En fait, quand vous regardez en détail, il y a quand même une vraie notion de bon art. Qu'est-ce que c'est du bon art? C'est de l'art, c'est des artistes qui ont le potentiel pour un jour terminer dans un musée. Je fais souvent l'analogue, ce que je racontais ce matin avec la cuisine. On peut toujours dire ce qu'on veut, il y a quand même des bons restaurants et des mauvais restaurants. C'est pas parce que c'est un bon restaurant que vous, personnellement, vous allez aimer, mais il y a une cuisine de qualité qui peut-être vous touche pas ou qui vous plaît pas, mais il y a quand même une notion de bons restaurants et de mauvais restaurants, de bons cuisiniers et de mauvais cuisiniers. Donc dans l'art, c'est pareil. Donc là, pour le coup, on n'est pas très divers. Chez Docent, on veut que des bons artistes. Et ce qu'on appelle bons artistes, bon art, c'est des gens, je vous dis, qui ont le potentiel pour terminer dans un musée. Comment est-ce qu'on a sélectionné ça? Et là, c'est de l'action humaine. C'est qu'on a fait le choix de travailler qu'avec des galeries qu'on considère comme les galeries qui sont les incubateurs de jeunes artistes dans le monde. Et ça, c'est pas de l'IA, c'est pas etc. C'est des spécialistes de l'art qui ont été partout dans le monde, qui connaissent le milieu, qui nous ont dit en fait, voilà, il y a cette liste de 500 galeries, et c'est avec ces 500 galeries qu'on veut travailler, qui sont les galeries incubateurs. Pensez un peu, si vous vous intéressez au football, c'est des centres, les centres de formation. Vous savez où sont formées les futures pépites du football. Vous savez, elles sont formées à Porto, à Rennes. Vous connaissez ça. Donc nous, on se limite à ça. Et une fois qu'on a fait ça, le truc, c'est que ces galeries incubatrices, elles sont partout dans le monde. Et un des objectifs de Docent, c'est de pouvoir faire découvrir un artiste qui est dans une galerie du Guatemala, parce qu'on sait que c'est une excellente galerie, mais que malheureusement, elle est au Guatemala et elle ne peut pas atteindre toutes les personnes. Et ces artistes-là, ils ont besoin de financement, et ils peuvent tout à fait intéresser des gens qui sont à Paris, New York. Donc ce qu'on fait chez Docent, c'est vraiment construire des algorithmes de manière totalement personnalisée. Ce que je veux dire par là, c'est que les algorithmes ne sont pas des algorithmes, il n'y a aucune notion de collaborative filtering chez Docent. Donc les algorithmes qu'on a utilisés, ça c'est pareil, c'était un choix qu'on a fait. On ne va jamais faire une recommandation à quelqu'un qui utilise Docent parce que ce quelqu'un va ressembler à quelqu'un d'autre. Donc on fait vraiment des recommandations totalement individualisées, ce qui fait que nos algorithmes, finalement, ça leur permet d'être non biaisés. Et l'algorithme, lui, il ne sait pas que la personne elle est au Guatemala, au Japon, etc. Mais automatiquement, elle va orienter à nos utilisateurs vers peut-être cet artiste guatémaltèque si l'algorithme sent que c'est un artiste qui peut intéresser l'utilisateur. Donc c'est la manière qu'on a eu de faire, c'est tout d'abord sélectionner les artistes qui nous intéressent et les galeries qui nous intéressent pour être dans cet environnement de confiance. Je rappelle que ce qu'on avait vu, un problème de l'art, c'est la confiance. Quand vous entrez dans une galerie, est-ce que c'est une bonne galerie ou est-ce que c'est quelqu'un qui va essayer de m'arnaquer? Donc on a sélectionné ces galeries pour garantir la confiance. Et une fois la confiance est établie, c'est là que les algorithmes rentrent en jeu et qui nous permettent de faire une découverte non biaisée, en faisant toujours très attention, c'est le dernier point que je voulais ajouter, quand vous allez sur Docent, on va toujours vous faire des recommandations qui vont être à la fois des choses dont on va être à peu près sûr d'après votre profil que vous allez aimer, mais on fait aussi toujours attention de vous sortir un peu de votre zone de confort. Et comme tout est mathématisé, c'est assez simple. Je veux dire, je vais vous prendre, vous, monsieur, je vais calculer des œuvres je vais trouver des œuvres qui sont très proches de ce que je pense que vous allez aimer, mais je vais aussi vous montrer des œuvres qui vont être un petit peu éloignées. Je ne vais pas faire n'importe quoi. Si vous me dites j'aime que les œuvres noires, je ne vais pas vous présenter une œuvre blanche juste pour le principe. Je vais toujours m'écarter un petit peu, et c'est ça qui va vous permettre d'explorer des directions. Si je vous présente quelque chose qui est un petit peu éloigné de vos centres d'intérêt habituels, mais que je m'aperçois que finalement ça vous intéresse, et ben on va continuer dans cette direction. Donc c'est cette manière qu'on a de sortir un peu des bulles et d'éviter que vous aimez quelque chose, et tous les jours on vous recommande le même genre de choses. Et Philippe, vous, comment vous adressez cet aspect-là sur la plateforme pour faire en sorte que ce ne soit pas pour une requête donnée toujours un peu les mêmes contenus qui émergent, mais qu'il puisse y avoir vraiment une profondeur du catalogue qui est exploitée et aussi avec des contenus sous-représentés? Alors c'est une question super pertinente. Quand un créateur de contenu il a accès à une base de vidéos de près, je sais pas, 1 million d'heures, mettons que ce soit un journaliste, il doit faire un sujet sur le pétrole Aramco en Arabie Saoudite. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il va toujours prendre le même plan d'Eric en train d'extraire du pétrole. C'est tout le temps la même chose. Et du coup, il y a
il y a une lassitude en fait des viewers à propos de ça parce qu'ils ont toujours l'impression de voir les mêmes sujets. On le voit beaucoup sur Bloomberg, c'est à peu près tout le temps la même chose. Et donc il y a un enjeu clé non seulement d'aller chercher plus d'originalité dans les plans, ça c'est un des premiers sujets, mais il y a aussi un enjeu que quand on a accès à une base de données d'1 million d'heures de vidéos, on va pouvoir aller non seulement effectivement identifier des vidéos dont on a besoin plus rapidement pour fabriquer son contenu, mais un des enjeux clés, c'est qu'on se rend compte que les gardiens du temple de ces grosses bases de données sont des personnes qui n'ont pas forcément une vue exhaustive et surtout parfois qui partent en retraite. Et cette base d'archives qui a commencé dans les années 60, il n'y a plus personne qui sait ce qu'il y a dedans. On a travaillé récemment avec Fox et NBC. Fox, ils nous ont dit, bon bah voilà, la personne qui gère Fox Chicago, il y a 60 000 heures, elle vient de partir. On ne sait pas ce qu'on a dedans. Ils nous disent, bah, il y a des images de Michael Jordan, on sait, parce qu'on en a tourné, elles n'ont jamais été vues. Netflix nous a demandé pour faire un nouveau documentaire, mais en fait, on n'a pas les moyens de passer 60 000 heures pour aller identifier ça. Et là, on parle d'aller chercher, mais quand on parle d'aller découvrir, suggérer, certains de nos clients disent, bah, moi, je veux faire un podcast sur du true crime parce que ça marche super bien. J'ai une base de données d'1 million d'heures de vidéos, et je sais qu'avec ça, je vais pouvoir aller fabriquer mes contenus. Donc comment on s'y prend maintenant ? Eh ben, y a un truc qui s'appelle le RAG, c'est Retrieve Augmented Generation, qui est assez à la mode en ce moment. C'est la capacité d'un LLM de pouvoir aller requêter une base de données externe. C'est ce que fait par exemple ChatGPT quand il va chercher sur le web, ça s'appelle du RAG. Et avec le RAG, j'ai la capacité d'aller prompter un inventaire de contenu, que ce soit un inventaire de contenu fini, que ce soit un inventaire de musique ou que ce soit un inventaire d'une base de données privée, et aller dire j'ai besoin de fabriquer des podcasts de true crime dans les années 70, sors-moi qu'est-ce qui pourrait faire des bonnes histoires. Et là on arrive dans une dimension qui n'est pas du heavy lifting, de vraiment automatiser la tâche, d'aller le plus vite possible, mais plutôt d'aller raconter de nouvelles histoires qui n'ont jamais été racontées auparavant. Et ça c'est un enjeu qui est assez inédit, parce qu'il y a énormément d'histoires qui commencent à sortir. Et tous les scandales qui vont sortir dans l'actualité dans les 10 prochaines années vont être accélérés. Je pense aux Panama Papers. Les Panama Papers, avec le RAG, on l'aurait réglé en une journée. Ça a pris combien de temps pour aller déplier tous les mails, etc. Ça a pris des mois. Avec cette technologie-là, on peut aller beaucoup plus vite pour aller sortir une nouvelle valeur et redonner beaucoup plus de créativité dans les mains finalement du créateur de contenu qui est aujourd'hui un petit peu démuni quand il a besoin de rechercher un plan pour aller illustrer ou raconter une histoire. Merci. J'ai une dernière question pour l'ensemble d'entre vous sur la question de la responsabilité éthique des entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle au service de la recommandation, notamment en considérant par exemple les impacts potentiels sur la chaîne de valeur, la rémunération des créateurs, etc. Comment est-ce que vous voyez ces enjeux-là ? Ben, nous, forcément, c'est assez clé parce qu'on travaille donc avec des journalistes. Il y a plein de questions qu'on se pose parce que l'intelligence artificielle, nous notamment, pour faire entendre de nouvelles voix, c'est aussi le fait d'entendre les voix de nos journalistes aujourd'hui français à l'étranger. Donc c'est Brut, comme je le disais, un média international. Donc il y a toute une partie du contenu qu'on fait aujourd'hui par marché qu'on pourrait faire qu'une seule fois pour ensuite internationaliser grâce aujourd'hui à des algorithmes évidemment de traduction, puis aujourd'hui dans l'image de réintégration et de lip sync qui sont vraiment parfaits. Enfin, il y a eu aucune... Techniquement, maintenant, c'est très au point en réalité. Et donc se pose la question de comment aujourd'hui on peut défendre le travail d'un journaliste français lorsqu'on va le produire finalement pour l'international. Alors nous, on s'est donné évidemment des choix très stricts en tant que marque média, déjà pour défendre la valeur de l'information, parce que c'est aussi comme ça qu'on vit, et défendre le travail de nos journalistes. Aujourd'hui, on voit de manière indépendante tous les journalistes avec qui on pourrait travailler sur un format international pour qu'ils acceptent qu'on digitalise leur voix, qu'on digitalise leurs images, et ensuite voir avec eux comment on peut justement prendre leur travail pour le rendre à l'international. Il faut absolument que ce droit-là n'appartienne, nous on le pense, au niveau n'appartienne pas aux médias, mais continue à appartenir aux créateurs de contenu de manière individuelle. Et quand je dis le terme créateur de contenu, j'entends aussi le terme journaliste, qui est une personne qui crée le contenu. Parallèlement, dès qu'on a un contenu nous, qui a utilisé l'IA, justement, on l'affiche de manière très transparente avec l'audience. Pour être tout à fait honnête avec vous, aujourd'hui, dès qu'on fait un contenu avec l'IA, ça reste un problème fondamental dans la manière dont les gens réagissent au contenu.
c'est assez frustrant parce qu'on pense que nous, justement, ça nous permet de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire ailleurs, de faire apparaître qu'un média français puisse un jour s'installer à la tête peut-être au niveau mondial. C'est ça qui est compliqué, hein. Quand on est face à des médias dont les marchés intérieurs font 300, 400, 500 millions de personnes, évidemment qu'aujourd'hui, pourquoi on se demande pourquoi les États-Unis ont des marques médias super puissantes, il y a 400 millions de personnes qui regardent ces médias-là. Nous, il y en a 67 qui regardent en France. On a de moins en moins, évidemment, de présence en Afrique avec les considérations géopolitiques actuelles. Donc, l'IA pour un média et notamment pour les créateurs de contenu français, c'est surtout le moyen de s'assurer que demain, on puisse avoir des leaders mondiaux dans l'information et qu'on puisse faire entendre notre voix sans être contraint par notre marché intérieur. Et évidemment, toujours dans le risque que cette information nous échappe. Donc, dès qu'on utilise l'IA, on le dit aux personnes. Et aujourd'hui, c'est mal reçu. Il y a beaucoup de gens critiquent le travail de l'IA, pensant que ça va remplacer les journalistes, justement. La plupart des commentaires qu'on va avoir, ça va être « Pourquoi avez-vous utilisé l'IA ? Quand est-ce que l'IA a été utilisée ? Pourquoi est-ce que un journaliste ne l'a pas fait seul ?» Comme si, dans leur esprit, l'IA et le journalisme allaient devoir se combattre. Nous, on essaie de trouver un moyen, justement, dans la chaîne de valeur pour qu'elle s'additionne. Quand je vous racontais l'histoire de justement cette IA qui lit les commentaires pour faire sortir des sujets, à la fin, c'est un journaliste qui choisit ou non de le faire et qui va le traiter par lui-même. À aucun moment, on veut automatiser toute la chaîne de valeur, notamment sur des enjeux d'information. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si le grand public est encore extrêmement prêt à ces questions-là. En tout cas, nous, notre mission, c'est de défendre les créateurs et les journalistes qu'on a aujourd'hui chez Brut. Et donc, c'est la ligne de conduite qu'on va tenir. Et on a bon espoir que cette très grande transparence et de mettre en évidence qu'aujourd'hui, on veut défendre ces créateurs de contenu et les aider à créer un contenu meilleur va permettre, après, dans l'image du grand public, d'arrêter cette segmentation peut-être frontale pour imaginer d'autres formes de collaboration positives, notamment pour les créateurs de contenu. Je pense qu'il faut le voir complètement comme un moyen, si on prend l'exemple des youtubeurs qui ont plus de 50 millions de followers, ils ont tous cloné leur voix et dès qu'ils sont off-cam, c'est leur voix clonée, ça leur permet d'aller beaucoup plus vite. Et est-ce que ça change quoi que ce soit ? Non, ça leur permet juste d'aller plus vite, d'éviter de passer une journée en plus par mois dans le studio. L'utiliser en fait pour un contexte journalistique, finalement, ça ne change pas grand-chose. C'est le journaliste qui a donné son accord et qui va pouvoir, quelque part, continuer de raconter son histoire en corrigeant parfois juste un mot ou juste tout simplement en pouvant le traduire dans une autre langue, ce qui permet d'ouvrir des marchés qui sont gigantesques. Pour nous, l'enjeu est différent dans le sens où on gère un catalogue qui n'est pas à nous. Et on doit s'assurer que, puisqu'on collecte l'argent des abonnements, que la répartition se fasse correctement. Donc on a mis en place tout un système, on travaille toujours dessus, sur la détection de titres générés par IA. Justement, pour mesurer l'effet dans le catalogue et surtout pouvoir contrôler pour pouvoir à terme avoir des actions particulières si on décide de le faire, mais il faut pouvoir déjà être capable de le détecter. 2, pour s'assurer que on ne vole pas la voix de quelqu'un d'autre et qu'il y a bien un consentement d'un artiste quand les voix clonées sont utilisées sur un autre titre, par exemple. Donc l'enjeu est vraiment très important chez nous et on investit énormément dans la détection justement de l'IA pour pouvoir automatiquement labeller les titres pour les utilisateurs également, dire ce titre a été généré par une IA. Après, la frontière est encore assez floue dans le sens où qu'est-ce que c'est un titre généré par IA, puisque de plus en plus ils sont intégrés aussi dans les logiciels de mixage, etc. Donc il y a toute une industrie à accompagner en fait, et nous on fait partie des acteurs aussi techniques qui sont là avec notre labo de recherche pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir mettre en place les outils nécessaires, non pas une régulation, mais au moins comprendre le phénomène et l'accompagner, puisque de toute façon c'est inévitable et c'est un outil extraordinaire. Mais c'est de la façon dont on l'utilise et notamment dans la façon dont on utilise les données où on est très précautionneux pour ça. Merci pour vos réponses. On va maintenant prendre vos questions. Peut-être pas toutes parce qu'il nous reste un peu moins de 10 minutes, mais si certains d'entre vous ont des questions pour nos intervenants, je vois une main déjà qui se lève. Vous n'avez pas la voix qui porte suffisamment, donc je peux peut-être vous amener un micro. Hop, on va faire comme ça. Alors, merci beaucoup pour cette discussion très enrichissante.
Est-ce que vous pourriez partager votre vision? Qu'est-ce que ça va passer dans 10 ans ou 20 ans? C'est un peu dur de faire de la futurologie, mais l'IA est là et c'est un outil exceptionnel qui va être de plus en plus intégré dans les logiciels de mix, dans notre quotidien. Donc voilà, je n'ai pas une vision particulière. Je pense qu'on le voit déjà aujourd'hui, les impacts qu'il y a sur la musique, mais sur tous les secteurs. Et je pense qu'il y a des enjeux encore plus grands que la musique, qui sont notamment le journalisme, tout ce qui est deepfake, etc., et la mise en place d'outils. Ce qu'on voit aujourd'hui, notamment sur le contenu, c'est l'industrialisation de la production. Et donc, face à une quantité de données, il va falloir aussi s'équiper pour pouvoir, pas forcément réguler, mais organiser toutes ces données et de la façon dont on les utilise. Enfin, pour donner un exemple, effectivement, sur, je pense, l'accès à l'outil. Je parle sur la partie vraiment fabrication de vidéos et sur cette capacité de pouvoir... la vidéo, c'est le meilleur moyen pour transmettre un message. Seulement, il n'y a que 30 millions de personnes dans le monde qui savent fabriquer une vidéo. Ces outils-là vont permettre de pouvoir donner cette compétence à un plus grand nombre et de façon beaucoup plus rapide. Donc, je pense que réussir à... On parlait d'industrialiser. Il y a beaucoup d'industries qui sont encore de l'artisanat aujourd'hui. Enfin, on parle d'industrie audio ou autre, mais aujourd'hui, enregistrer une chanson, faire une vidéo, c'est des éléments qui nécessitent énormément de métiers différents, beaucoup de précision, beaucoup de matériel, etc. Et ça, vu que c'est un art, et cet accès à l'art, aujourd'hui, il est bloqué par un problème de compétences, un problème d'accès à la compétence, d'accès au savoir-faire. Et moi, je suis intimement convaincu qu'on va pouvoir démocratiser cet accès, justement, à cette nouvelle forme de communication, cette forme de communication artistique. Et l'avenir, il est plutôt radieux. On parle de Path of Enlightenment, c'est ce que dit Yann Lequin. Et je pense que c'est plutôt vers là qu'il faut regarder sur ce que ça va nous permettre de débloquer, d'ouvrir en fait en termes de capacité à communiquer, de partager des émotions, partager des messages et l'accès à l'art. Typiquement sur l'art contemporain, on voit que c'est des choses qui sont très fermées, qui vont réussir à s'ouvrir. Donc un accès au contenu et un accès aux disciplines artistiques qui va être inégalé. Ouais. On a d'autres questions. Alors vous, est-ce que vous pouvez passer le micro? Merci beaucoup. Bonjour, merci pour vos interventions. Je reviens sur ce que vous avez dit justement pour l'IA, pour cloner sa voix. Alors c'est vrai que si c'est un créateur de contenu, bon, bah, c'est lui-même son compte Instagram ou sa chaîne YouTube, donc ok, il veut aller plus vite, etc. Pour ce qui est des journalistes, pour ce qui est de Brut, qu'est-ce que ça entraîne, voilà, quelles sont les conséquences économiques? Alors bien sûr, vous créez plus de contenu, mais qu'en est-il du journaliste qui donne son accord? Comment il est payé? Et puis voilà, pour ce qui est de, bah voilà, il n'y a plus de traducteurs, ou comment ça se passe économiquement? Alors sur toute la chaîne de valeur, je ne vais pas m'avancer puisque je ne suis que Brut. Donc en effet, la question des traducteurs est une vraie question. Après, ce n'est pas exactement la même manière dont on l'utilise, j'imagine, mais je connais mal le milieu de la traduction pour être tout à fait honnête. Aujourd'hui, on est quand même dans une phase, on est au tout début, c'est le journaliste qui décide de tout sur Brut. Il a tout pouvoir sur les contenus qu'on va... Si jamais on est amené à utiliser la voix d'un journaliste, il décidera et il validera chaque mot que sa voix dite digitalisée sera amenée à dire. Donc c'est vraiment le pouvoir appartient aux journalistes et je tiens à que ce soit très clair parce que je sais que parfois très vite les mots sont déformés et c'est pas la justice, ça serait pas juste de le dire. Aujourd'hui tout le pouvoir appartient aux journalistes et dans la manière dont on va évidemment rémunérer et accompagner nos journalistes à grandir, c'est eux qui à la fin décident de tout. C'est important de le dire et quand je dis agrandir, parce que sur Brut, on essaye vraiment d'installer des journalistes pour que leur image, leur voix deviennent quelque chose qui leur appartienne plus encore qu'aux médias. Et il y a des figures chez Brut, c'est ça qui est important. Vous pouvez voir Rémi Buzine, Canel, etc. Ce sont des personnes qui sont reconnues aujourd'hui en tant que journalistes au-delà même de ce qu'est le média Brut. Après, demain, je n'en sais rien. Aujourd'hui, nous, ce qu'on essaye de faire, notamment avec le travail de Canel, qui fait le 20h, donc sur Brut, tous les jours à 20h, il y a un journal.
on aimerait bien que son travail, et je pense qu'elle voudrait aussi avec nous, qu'on puisse le rendre plus international. Donc ça, c'est une première étape. Tout est en test and learn. Aujourd'hui, on n'en sait rien. On a essayé, ça fonctionne parfois bien, parfois pas bien du tout. Certaines news, ça ne marche pas. La traduction est parfois bonne, mais en même temps, elle dénature un tout petit peu le propos. Donc, finalement, c'est pas ça qu'on va faire. Donc, tout ce qui est rémunération, faire grandir nos journalistes actuellement dans d'autres marchés, c'est au tout début. J'aurais aimé avoir des réponses à vous apporter. J'en ai pas vraiment plus que ça. On m'a demandé à 10 ans, je n'en sais rien. Si ça se trouve, c'est une fausse voix. Moi, et c'est Adrien Torres qui en parle plus que Brut, j'y crois. Et je pense que la qualité des journalistes français est à montrer au monde entier. Et le travail que nous, on fait aujourd'hui chez Brut, j'en suis persuadé, peut avoir un impact absolument faramineux dans le monde entier. Donc j'espère que ce sera le cas. Après, sur la mise en place, je n'ai pas de réponse particulière. On va prendre une dernière question. Vous aviez une question au fond. Est-ce que votre bois porte suffisamment? Je vais passer un micro. Ah, c'est bon. Il y en a un qui arrive. Est-ce que vous pouvez nous parler de la façon dont vous traitez ces questions chez Ask Mona avec le patrimoine et l'histoire de l'art, comment vous enregistrez, traitez l'IA et comment vous diffusez le contenu, orientez le contenu? Alors merci, je ne m'attendais pas à une question sur Ask Mona. Nous, on est vraiment sur des enjeux alors pas forcément de découvrabilité, on va dire, en amont, c'est-à-dire en allant sur les plateformes, mais plutôt sur comment est-ce que pendant la visite d'une exposition, on va mieux pouvoir appréhender les œuvres, les artistes, les découvrir, etc. Donc on sert plutôt de l'intelligence artificielle comme une façon d'améliorer la diffusion du contenu auprès des publics en prenant effectivement en compte une dimension de personnalisation, puisque par exemple en fonction du profil du visiteur, on va pouvoir adapter la tonalité des contenus qui lui sont partagés et permettre de répondre à toutes les questions qui peuvent se poser sur une œuvre à l'oral ou à l'écrit. Donc on a plutôt cet enjeu de comment est-ce qu'une fois qu'on est dans l'institution, on facilite la rencontre avec les œuvres et les artistes. Voilà, je tiens mon cahier des charges, on est 48 secondes avant la fin de cette conférence. Je vous remercie tous pour votre attention. On peut applaudir les participants. Merci. Merci beaucoup.